Deux plongeurs réalisent la première plongée dans une longue section sous-marine de la grotte Ogof Agen Alved, au sud du pays de Galles. Ils se trouvent aux limites connues de l'une des grottes les plus complexes du Royaume-Uni et tentent d'être les premiers à franchir cette section inondée de la grotte. C'est un endroit isolé. Ils ont déjà plongé à travers 3 passages sous-marins de la grotte et ont rampé et marché sur des kilomètres de galeries sèches pour atteindre cet endroit. Ils ont plongé aussi loin qu'ils le pouvaient dans ce passage inexploré et ont poussé leur réserve d'air à la limite lorsqu'ils trouvent ce qu'ils cherchaient en haut. En suivant cette berge qui mène à la surface, ils réalisent qu'ils ont fait une terrible erreur de calcul. À l'été 1974, Martin Farr et Roger Solari cherchent à repousser les limites en allant plus loin et plus profondément que quiconque dans l'une des grottes les plus difficiles et les plus célèbres du Royaume-Uni. Ils sont réputés parmi les meilleurs plongeurs spéléologues britanniques de leur génération. Martin Farr a 23 ans. Il fait de la spéléologie depuis l'âge de 10 ans et il pratique la plongée souterraine depuis 3 ans. À 23 ans, il est déjà un plongeur spéléologue explorateur accompli, bien connu dans la communauté britannique de la plongée souterraine. Il plonge avec un autre spéléologue et plongeur souterrain, Roger Solari, depuis 3 ans. Solari a 24 ans et les deux plongeurs ont un niveau d'expérience similaire. Solari vient de la forêt de Dean, dans le Gloucestershire, et il fait de la spéléologie et de la plongée depuis l'âge de 12 ans. Roger Solari est un plongeur souterrain dévoué et robuste. Il est réputé pour ses exploits. Il mène régulièrement à bien des expéditions spéléologiques difficiles, progressant toujours plus loin dans les grottes et cartographiant de nouveaux itinéraires souterrains. Ensemble, ils ont découvert et exploré des kilomètres de nouvelles grottes au pays de Galles et en Irlande, se faisant un nom au passage. Farr et Solari veulent eux repousser les limites de l'exploration souterraine, utilisant leurs compétences en plongée pour atteindre les endroits les plus dangereux et reculer sous terre. Mais il n'est pas toujours facile pour eux de trouver leur prochain défi afin de renforcer leur réputation. Au début des années 70, les meilleures grottes sont souvent réservées par d'autres plongeurs. Un autre plongeur a peut-être été le premier à explorer une grotte, ou a fait le plus de progrès jusqu'à présent et y a laissé son empreinte officieuse. Farr et Solari sont frustrés par le nombre de sites d'exploration de premier choix qu'ils ne peuvent pas revendiquer pour eux-mêmes. Leur région d'origine se trouve dans le sud du pays de Galles, et l'une des meilleures grottes du Royaume-Uni, Ogof Agen Alved, est à proximité. Ils veulent explorer cette grotte, mais un autre spéléologue du nom de John Parker explore déjà le réseau de grottes. Finalement, la chance leur sourit. Après une année d'inactivité, ils se rendent compte que Parker a perdu tout intérêt à explorer davantage la grotte. Cela offre à Farr et Solari l'opportunité de poursuivre l'exploration de la grotte là où Parker s'était arrêté. Le duo va s'aventurer dans les siphons terminaux en aval d'Agen Alved. Ogof signifie grotte en gallois. Ogof Agen Alved est un réseau de grottes situées dans les roches calcaires de l'escarpement de Langattock, dans le sud du pays de Galles. Elle se trouve juste à l'ouest de la ville d'Abergavenny et près de la petite ville de Crickhowell. Avec plus de 32 km de galeries explorées, c'est la 4e plus longue grotte du Royaume-Uni. La grotte a été explorée pour la première fois par un homme nommé Brian Price en 1949 et 1950. Ce n'est qu'en 1957 que le club de spéléologie de Hereford a franchi la première trémie de la grotte, qui est un amas de rochers ou de gravats obstruant le passage dans la grotte. Au-delà de cette première trémie, la grotte s'ouvre sur un réseau souterrain long et complexe avec différents itinéraires à explorer. Elle possède de larges passages avec des bassins, des formations calcaires et des sections inondées. En plus d'être un site de spéléologie populaire, Agen Alved est aussi un important lieu de repos pour les chauves-souris, avec plusieurs centaines de rares petits rhinolophes qui viennent y passer l'hiver. Après 1957, la prochaine grande exploration d'Agen Alved a eu lieu lorsque John Parker a commencé à plonger dans les siphons terminaux en aval de la grotte. Une section prometteuse de la grotte qui pourrait offrir des kilomètres de terrain inexploré, mais elle est inaccessible à l'exploration normale à cause des siphons ou des passages de grottes submergés sous l'eau. Ils peuvent être longs ou courts et ils peuvent être statiques, sans eau courante ou actifs, avec de l'eau qui s'écoule en continu à travers eux. Parker, avec d'autres plongeurs, avait plongé à travers les siphons d'Agen Alved pour essayer de repousser les limites connues de la grotte. Après avoir plongé dans un siphon, les spéléologues plongeurs émergent souvent dans une nouvelle section sèche de la grotte accessible à pied.
Parker a trouvé de courtes parties sèches dans la grotte entre les siphons explorés en plongée. Lors de sa dernière tentative, Parker atteint le 3e siphon. Son approvisionnement en air commence à manquer pendant la plongée et il n'atteint pas la fin du siphon pour voir s'il débouche sur une nouvelle section sèche de la grotte. Aujourd'hui, Hagen Alved est un site de spéléologie prisé, offrant de nombreuses zones à explorer dans les parties supérieures pour ceux qui évitent les siphons. Pour explorer la grotte, surnommée Hagi, les spéléologues ont besoin d'un permis pour obtenir la clé d'entrée et ils doivent de s'enregistrer à l'entrée pour indiquer quel itinéraire ils vont emprunter au cas où ils se perdraient. D'après ce que je comprends, c'est une grotte difficile. Les parties supérieures sèches peuvent représenter un aller-retour de 6 à 8 heures. Passer par les siphons terminaux noyés en aval de la grotte est une toute autre histoire, et une expédition comme celle-ci demanderait une certaine planification. Disons qu'un des itinéraires habituels prend 3 heures pour entrer et 3 heures pour sortir, avec un sac à dos léger pour l'eau et la nourriture. Solari et Farr doivent transporter leur équipement de plongée et plusieurs bouteilles dans la grotte. Ils ne peuvent pas transporter tout l'équipement seuls et ont donc besoin d'aide, tandis que les assistants doivent aussi avoir leurs propres provisions. En mai 1974, le duo est prêt à partir. Ils ont tout planifié et un petit groupe d'amis les accompagne, comme des Sherpas. Ce sont des amis spéléologues qui sont ravis de faire partie de l'expédition et qui espèrent apprendre autant que possible afin de préparer leur propre expédition un jour. Juste avant l'expédition, Solari se blesse au genou. Il ne peut pas parcourir le passage éprouvant d'1,5 km connu sous le nom de Southern Stream, où les spéléologues doivent ramper et se faufiler pour atteindre les siphons terminaux en aval, surtout pas avec tout l'équipement qu'ils doivent transporter. Donc pour la première expédition, ils conviennent que Farr ira seul. Farr verra jusqu'où il peut aller dans la grotte lors de cette expédition, puis ils poursuivront les explorations ensemble plus tard. Il n'est pas rare que les plongeurs spéléologues plongent en solo. La réalité, c'est qu'à partir du moment où vous entrez dans une grotte pour plonger, vous êtes en fait seul ou responsable de vous-même, même s'il y a d'autres plongeurs dans l'expédition. Je peux imaginer que Solari a eu l'impression de manquer quelque chose. Ils avaient tout planifié ensemble, mais à cause d'une blessure et de la malchance, Solari a dû rester sur la touche. Lors de sa dernière plongée, John Parker a été forcé de faire demi-tour pendant la plongée dans le siphon 3. Le siphon 1 et le siphon 2 sont plus courts que le siphon 3, et Parker n'avait pas assez d'air pour continuer plus loin dans le siphon 3 et revenir en passant par les siphons 2 et 1 sur le chemin du retour. À un peu plus de 200 mètres dans le siphon 3, il a décidé de faire demi-tour. D'après mes calculs, c'est plus long que le siphon 1 et le siphon 2 réunis. Peux-tu imaginer traverser une longue grotte sombre sous l'eau en espérant à chaque tournant que le prochain te mène à une poche d'air ? Personne n'y est jamais allé auparavant et ça continue encore et encore. À un moment donné, j'imagine que tu commences à penser que ça ne finira jamais. En tant qu'explorateur, tu veux continuer et en tant que personne rationnelle, tu sais que tu n'as pas assez d'air pour simplement errer dans les tunnels sans savoir quand ça va se terminer. Farr prend des bouteilles en plus pour cette tentative à travers le siphon 3. Il veut s'assurer d'avoir assez d'air pour continuer et trouver la sortie. En entrant dans l'eau, il ne sait pas s'il ira plus loin que John Parker. Je suis sûr qu'il se demandait jusqu'où cela irait ou s'il y aurait même une poche d'air de l'autre côté. Il se peut qu'il n'y ait qu'une impasse. Au moins, il pourrait marquer la fin de la grotte. Mais peut-être qu'il y a plus, et c'est ça l'excitation. Alors qu'il s'approche du point où Parker a fait demi-tour, il doit se demander jusqu'où il doit aller pour le découvrir. Il s'avère que ce n'est pas si loin. À seulement 30 mètres au-delà de la limite de Parker, il refait surface. Le siphon 3 mesure 259 mètres de long. Après avoir refait surface de l'autre côté, il est la première personne à découvrir une nouvelle section sèche de la grotte. Depuis l'eau, il éclaire la caverne avec sa lampe torche et aperçoit un immense passage qui disparaît dans l'obscurité. Il sort de l'eau, dépose son équipement et s'enfonce dans la grotte. C'est sûrement le type de découverte rêvée par les plongeurs spéléologues. Il est le premier homme à aller là où il se trouve et Solari rate cette découverte exceptionnelle. Il y a de longues sections de galeries larges et ouvertes. On peut facilement y marcher avec des formations intéressantes de calcaire et de roches. Il y a des sections où il doit avancer prudemment à travers des fissures étroites. Puis il y a des zones sombres, profondes et partiellement inondées. Cette section de la grotte s'étend sur 550 mètres avant que le plafond ne s'abaisse.
C'est là que Farr découvre un autre siphon sous-marin, le siphon numéro 4 d'Agen Alwed. Farr rejoint son groupe d'expédition et l'équipe ressort de la grotte pour retrouver Solari, puis se rend au pub pour célébrer. Je suis sûr que la célébration pour Solari a dû être douce amère. Bien sûr, il serait enthousiaste et même fier de son ami Farr, tout en étant absolument dévasté d'avoir manqué cela. Les deux tournent leur attention vers le siphon numéro 4. Le lendemain, ils commencent à planifier la plongée et passent probablement un peu de temps à rêver à la grotte qui se trouve au-delà. Un mois plus tard, le samedi 15 juin 1974, Farr et Solari sont de retour à Agen Alwed pour poursuivre leur exploration. Ils plongeront ensemble, mais agiront comme des plongeurs solo. En tant que plongeurs solo, ils sont responsables de leurs propres actions et chacun d'eux peut faire demi-tour à tout moment, laissant l'autre continuer seul. Ils entrent dans la grotte avec leur équipement de plongée et une équipe réduite pour transporter le nécessaire, prêt pour une exploration prolongée. La plongée dans les siphons d'Agen Alwed impose de transporter son équipement sur plusieurs kilomètres de galeries sèches difficiles avant d'atteindre la zone sous-marine. Ils marchent, escaladent et parfois se faufilent à travers les passages de la grotte. Certains sont des trous très étroits dans lesquels une personne peut à peine passer. L'équipe fait passer chaque pièce d'équipement de main en main à travers ces passages étroits. À eux tous, ils doivent transporter plus de 100 kg d'équipement à travers le réseau de grottes, rien que pour arriver au premier siphon. L'équipe de soutien va jusqu'au premier siphon et à partir de là, Farr et Solari sont seuls. Au début de l'exploration, chaque plongeur transporte 3 bouteilles d'air, un dévidoir pour poser une ligne dans les tunnels sous-marins et une paire de bottes pour les sections sèches de la grotte. Les 3 bouteilles devraient contenir assez d'air pour leur permettre de passer les 3 premiers siphons et d'entrer dans le 4e. Ils espèrent que cela leur donnera assez d'air pour atteindre le fond du 4e siphon, puis suffisamment d'air pour revenir en passant par les siphons 4, 3, 2 et 1. Dans la partie sèche de la grotte entre les siphons 2 et 3, chacun laisse la bouteille à moitié vide qu'il a utilisée pour arriver jusque-là. Ce sont de petites bouteilles nommées têtards, qu'ils réutiliseront pour la sortie. Ils s'engagent ensuite dans le 3e siphon avec leurs 2 bouteilles restantes. Le 3e siphon, long de 259 mètres, est franchi sans incident. Lorsqu'ils refont surface, ils mettent leurs bottes de spéléologie, puis ils s'engagent dans la section de grotte de 550 mètres que Farr a récemment découverte et descendent vers le début du 4e siphon. Ici, ils n'ont pas l'aide de leurs amis pour porter le matériel. La progression est difficile, mais il ne leur faut qu'une demi-heure pour atteindre le début de leur prochaine plongée. Ils regardent la vasque sombre devant eux et se préparent à entrer dans l'eau. À ce stade, les 2 plongeurs se trouvent dans un endroit extrêmement isolé. Ils sont à des kilomètres sous terre, à l'intérieur d'une grotte, et ils s'apprêtent à plonger dans un passage immergé inconnu et dangereux. Le sauvetage, même dans une partie sèche de la grotte à un endroit comme celui-ci, est très difficile et il faudrait beaucoup de temps pour les atteindre. Si quelque chose se passe mal sous l'eau, vous êtes complètement livré à vous-même. J'imagine qu'ils doivent ressentir un mélange de peur et d'excitation. Ils décident, puisqu'ils font tous les deux une plongée d'exploration, que pour la première fois de leur partenariat, ils feront la plongée côte à côte. Farr mène habituellement. La dernière fois, Farr a plongé seul et a fait une découverte monumentale sans son ami. Ils veulent ouvrir de nouvelles voies ensemble. Je suis assez sûr que Farr veut que son ami ressente ce sentiment de découverte autant que Solari le veut pour lui-même, mais ils plongent toujours de façon indépendante. Si l'un des plongeurs se sent incertain à un moment donné, il peut faire demi-tour et laisser l'autre continuer seul. Ils transfèrent leur détendeur sur leur dernière bouteille pleine. Leurs bouteilles pour plonger au siphon 3 ne sont plus pleines. Ils les emmèneront quand même dans la plongée, réservée pour une urgence absolue. Idéalement, la bouteille de réserve aurait son propre détendeur, mais ce sont de jeunes hommes qui commencent tout juste dans la vie et ils n'ont pas le budget pour plusieurs systèmes redondants. S'ils ont besoin d'air de la réserve, ils doivent utiliser le détendeur de la bouteille principale. Passer sur une bouteille de réserve sous l'eau est difficile. Il est préférable de le faire dans une poche d'air ou derrière un siphon, mais les plongeurs n'envisagent pas d'utiliser leur bouteille de réserve. J'ai lu un article indiquant que les bouteilles de Solari étaient légèrement flottantes et qu'il manquait de lest.
Les bouteilles en aluminium ont tendance à être légèrement positives, surtout vers la fin de la plongée lorsqu'il n'y a plus autant d'air dedans. L'aluminium est plus léger que l'acier. Je pense qu'il avait des bouteilles en alu. Si ton équipement est positivement flottant et que tu es trop léger, c'est-à-dire que tu n'as pas assez de plomb sur ta ceinture pour compenser la flottabilité positive, tu dois palmer ou battre des jambes pour descendre et t'empêcher de rebondir contre le plafond de la grotte. Tu es constamment sollicité, aussi bien mentalement que physiquement. Tu consommes plus d'air parce que tu nages activement tout le temps, et comme tu penses constamment à ne pas toucher le plafond de la grotte, cela peut augmenter ta charge mentale. Les bouteilles de phare sont dites négativement flottantes, tout comme les bouteilles en acier qui couleront toujours. Contrairement à Solari, phare ajoute simplement un peu plus d'air dans son gilet stabilisateur, et il est en flottabilité neutre. Dans une grotte, il est important d'être neutre. Tu ne gaspilles pas d'énergie à nager vers le bas et tu as une chose de moins à te préoccuper, ce qui te permet de te concentrer sur la prise des meilleures décisions possibles. Phare plonge généralement en premier, suivi de Solari. Ainsi, leur travail d'équipe s'est développé. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il est possible que Phare ait plus d'équipement ou soit légèrement plus expérimenté que Solari. En plongeant dans le siphon 4, Solari part en premier. J'imagine que comme Phare a exploré seul le siphon 3 et trouvé le passage vers le siphon 4, ils veulent maintenant que Solari soit le premier à entrer dans la prochaine caverne. Solari déroule sa ligne de spéléologie depuis son dévidoir de plongée au fur et à mesure qu'il avance. Ils utiliseront cette ligne pour retrouver leur chemin dans le tunnel submergé, à l'aller comme au retour. Solari a 122 mètres de ligne et Phare, qui le suit de près, transporte 300 mètres de ligne supplémentaires. Bien que ce soit une supposition, ils pensent tous deux que la plongée dans le siphon numéro 4 sera longue. Après environ 4 ou 5 minutes, Solari commence à signaler qu'il a des problèmes avec ses sinus. Cela arrive souvent à Solari lorsqu'il plonge en profondeur. C'est quelque chose avec lequel il a déjà dû composer auparavant. Phare lui fait signe que si quelque chose ne va pas, il doit remonter. Mais Solari semble déterminé et il continue plus loin dans le siphon 4 devant Phare, posant sa ligne au fur et à mesure. Le tunnel du siphon 4 descend, et en s'enfonçant, Solari sent la pression de l'eau comprimer de plus en plus ses sinus. La douleur augmente, ajoutant à son inconfort et à sa charge mentale. Phare vérifie son état pour voir s'il veut faire demi-tour, mais il continue d'avancer. À 120 mètres du début du siphon, la ligne de spéléologie de Solari arrive à sa fin. Le dévidoir vide est coupé et Phare attache sa ligne à celle de Solari, puis prend la tête. Phare vérifie son profondimètre qui indique 15 mètres de profondeur d'eau. Le passage devant lui continue de descendre davantage. Les deux plongeurs réalisent que ce sera une longue plongée profonde. Ils continuent, avançant lentement en se tractant, nageant et rampant à travers le passage sous-marin. Phare regarde son manomètre et voit qu'il est sur le point d'atteindre la limite des tiers. Les plongeurs spéléo suivent la règle des tiers. 1/3 de l'air dans votre bouteille sert pour l'aller, 1/3 pour le retour et 1/3 est réservé pour une urgence. C'est une règle simple. Vous plongez jusqu'à avoir utilisé 1/3 de votre bouteille, puis vous faites demi-tour pour revenir. En utilisant la moitié de votre bouteille avant de rebrousser chemin, un problème vous ralentissant peut vous empêcher d'avoir assez d'air pour sortir à temps. Garder 1/3 de votre air en réserve est une mesure de sécurité. Phare sait qu'il devrait faire demi-tour dans quelques minutes. Il sait aussi que Solari, qui a des bouteilles légèrement plus petites, aura un peu moins d'air que lui. Phare continue après avoir atteint sa limite d'1/3. Quelques minutes passent, mais Phare décide de continuer encore un peu plus loin. Il fait signe à Solari qu'il va continuer et que Solari doit faire demi-tour s'il en ressent le besoin. Il suppose que Solari fera demi-tour. Solari est un plongeur expérimenté et responsable, et il devrait prendre la décision la plus raisonnable. Après avoir fait signe à Solari, Phare poursuit ce qu'il croit être une exploration solo dans le siphon numéro 4. J'ai ce sentiment exaspérant que Solari est déterminé à ne pas rater la prochaine découverte. J'ai déjà vu cela chez d'autres plongeurs spéléo qui semblent obsédés par leur objectif. Solari a des problèmes de flottabilité et de sinus qui s'ajoutent à sa charge mentale. Le passage continue de descendre jusqu'à 21 mètres de profondeur et, environ 30 mètres plus loin, Phare aperçoit une pente raide de gravier à travers l'eau trouble, et elle remonte vers le haut. Il espère que cela mène à une poche d'air ou, mieux encore, à une autre caverne. Il consulte son manomètre, il lui reste près de la moitié de sa bouteille. Il sait que continuer est dangereux.
Je trouve intéressant de penser à ce qui intervient dans la décision de faire demi-tour. Solari et Farr préparent sans cela depuis des mois. S'ils reculent maintenant, nul ne sait quand aura lieu une nouvelle tentative. Quelqu'un d'autre va-t-il faire la prochaine grande découverte ? Il leur a fallu tout leur équipement pour arriver ici. Si l'expédition avait plus de matériel au camp de base, plus de bouteilles, alors la décision de faire demi-tour serait plus facile à prendre. Farr a déjà fait une grande découverte et il y a probablement un peu de pression sur lui pour qu'il continue à en faire d'autres. Donc il y a une énorme motivation à aller un peu plus loin. Et puis, s'il trouve de l'air, il aura le temps de s'arrêter et de se reposer. Il aura le temps de se vider l'esprit et ensuite il pourra rapidement suivre la file d'Ariane pour revenir à l'incroyable caverne qu'il a découverte lors de sa tentative précédente. Je suis sûr que l'attrait de découvrir une autre grande caverne joue aussi un rôle. Il file sur la berge de gravier, espérant trouver de l'air au sommet. Alors qu'il monte, il semble toujours que la berge de gravier va continuer jusqu'à la surface. Il vérifie son profondimètre, 1 mètre d'eau. Il est juste sous la surface. Il cherche une poche d'air en suivant la grotte plus loin. Farr est si proche de la surface de l'eau qu'il peut tendre la main et la toucher. Mais tout ce qu'il trouve, c'est le plafond de la grotte juste sous le niveau de l'eau. Il regarde à sa droite et voit le sommet de la grotte s'étendre au même niveau, sans aucune trace d'air. Il décide de redoubler d'efforts dans ce qui est déjà un pari risqué. Il nage dans la direction où il regarde, espérant que le plafond de la grotte s'élèvera vers une poche d'air. Il continue le long du plafond de la grotte. Au lieu de monter, la grotte s'enfonce dans une alcôve et, après moins de 10 mètres, il se heurte à un mur vertical. Farr est en difficulté, il n'y a pas d'air. Il regarde son manomètre et il lui reste moins d'une demi-bouteille. Il a sa bouteille de secours du siphon 3, mais il veut éviter de changer de détendeur sous l'eau si possible. Changer de détendeur d'une bouteille à une autre sous l'eau est difficile et dangereux, mais cela peut valoir la peine d'y penser en cas de problème. Mieux vaut l'éviter. Aujourd'hui, les spéléologues sérieux ne plongent jamais sans plusieurs systèmes redondants et un détendeur sur chaque bouteille. Et il a besoin de la bouteille de réserve pour le ramener à travers le siphon numéro 3. Il doit vraiment réussir à revenir en utilisant l'air de sa bouteille principale. Le stress de la situation monte et Farr a du mal à penser clairement. Il se prépare à descendre puis à remonter le passage qui le ramène au début du siphon aussi vite que possible. Et puis, alors qu'il se tourne pour sortir, l'impensable se produit. Il voit Solari plus haut que lui, au plafond du passage, cherchant de l'air. Il ne s'est jamais retourné. Farr nage jusqu'à Solari et lui fait signe qu'ils doivent ressortir du siphon. Solari ne répond pas par un signe. Le signal de Farr est suffisamment clair. Farr laisse tomber son dévidoir pour que Solari le suive et avance rapidement le long de la ligne. Il atteint le point le plus profond au bas du banc de gravier. Il descend rapidement et ne compense pas correctement en descendant, et maintenant il souffre énormément. Sa tête tourne sous l'effet du stress, de la douleur et de l'effort physique après s'être dépêché de traverser le tunnel, mais il doit continuer à avancer. Pendant les minutes qui suivent, il rampe et nage dans l'eau trouble en remontant le tunnel, essayant d'être aussi rapide et méthodique que possible, tout en s'efforçant de garder une respiration régulière pour ne pas gaspiller le peu d'air qui lui reste. Il continue de remonter la ligne qu'il a déroulée depuis son moulinet, et juste avant l'endroit où sa ligne est attachée à celle de Solari, à 122 mètres de la caverne et de l'air frais, il s'arrête. Il décide d'attendre pour s'assurer que Solari le suit. Il a l'impression d'attendre longtemps, mais il patiente malgré tout. Il n'est là qu'une minute, une très longue minute. Il est encore à plus de 120 mètres du début du siphon. Son bloc principal est presque vide. Il pense à repartir en arrière pour chercher Solari, mais il sait qu'il n'a pas assez de réserve d'air pour redescendre dans le tunnel. Il doit sortir. Il continue de remonter à la surface en essayant de rester aussi calme que possible, tout en luttant contre un mal de tête lancinant. Farr refait surface à l'entrée du siphon 4. Au moment où il perce la surface, il ressent un incroyable soulagement. La douleur dans ses oreilles est atroce et il a un mal de tête intense. Il reste debout dans la vasque, la tête entre les mains, pendant ce qu'il estime être environ 5 minutes, se demandant s'il s'est gravement blessé. Je ne trouve aucune référence à ce sujet, mais je pense qu'il y a 2 choses en jeu. Il a exercé une pression sur ses tympans, ce qui peut être extrêmement douloureux.
Je pense aussi qu'il s'est surmené et qu'il a utilisé l'apnée intermittente pour économiser de l'air, ce qui consiste à retenir son souffle brièvement. Sous l'eau, la pression augmente et donc les effets du dioxyde de carbone lorsque vous retenez votre respiration peuvent provoquer un mal de tête intense. La réalité de la situation et les événements des 30 à 40 dernières minutes commencent finalement à s'imposer. Il se tient seul dans la vasque. Solari est toujours à l'intérieur du siphon. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'asseoir et attendre que son ami refasse surface. Les pensées sur ce qui aurait pu arriver, et à ce stade, sur ce qui est probablement arrivé à son ami, le tourmentent. Il ne peut rien faire d'autre que de s'asseoir sur la berge et attendre. Il regarde la surface de l'eau en espérant voir le fil tressaillir. Un groupe de bulles mousseuses tourne paresseusement, se déplaçant doucement à la surface de l'eau. Farr songe à retourner dans l'eau pour chercher Solari. Après une attente interminable, Farr se rend compte que plusieurs heures se sont écoulées. Il comprend qu'il n'y a plus aucune raison de rester là où il est. Il décide au moins d'essayer de faire un court examen de la première section du siphon. Il est désespérément à court d'air et cela signifie qu'il devra retourner dans l'eau en utilisant la bouteille dont il a besoin pour ressortir par le siphon numéro 3, long de 259 mètres. Il décide d'y aller et de jeter un coup d'œil quand même. Il met son équipement, entre dans l'eau, prêt à plonger. Presque certainement maintenant pour trouver ce qui sera le corps sans vie de son ami. Il tire doucement sur le fil pour l'attendre avant d'y aller. Il ne veut pas s'emmêler dans un fil lâche, mais quand il tire, il se rend compte que le fil est détendu. Il tire à nouveau dessus pour l'attendre. Le fil vient simplement vers lui quand il tire et il se rend compte qu'il y a un problème. Il n'est attaché à rien. Il ne peut pas plonger le long d'une file détendue, alors il continue de le ramener. Lorsqu'il ramène 130 mètres de fil, juste après le nœud où les deux fils sont reliés, près de l'endroit dans le siphon où il s'est arrêté et a attendu en sortant, il découvre que le fil a été coupé avec un couteau. Lorsque Solari faisait demi-tour dans le tunnel, il a dû s'emmêler dans la file et a dû se libérer en le coupant, assez près derrière Farr. En se libérant, en coupant le fil, il a probablement perdu son sens de l'orientation et s'est égaré dans le tunnel. Tout le temps qu'il a passé emmêlé a fait qu'il a simplement manqué d'air. Il n'a pas pu aller bien loin à partir de ce point avec si peu d'air. Farr se rend compte que son ami est mort et qu'il ne peut rien faire face à la situation. Farr rassemble ses affaires et remonte le tunnel, se préparant à plonger dans les 3 siphons qui le séparent de la sortie de la grotte. Après que Farr et son équipe soient sortis d'Agen Alved, une opération de sauvetage est lancée. La première tentative, lancée peu de temps après, est reportée en raison d'une mauvaise visibilité sous l'eau. 5 jours plus tard, John Parker tente à nouveau, mais ne parcourt qu'une courte distance dans le 4e siphon. Il ne trouve pas le corps de Solari. D'autres tentatives de recherche sont effectuées et au total, 2760 heures hommes sont consacrés à la recherche de Roger Solari. Malgré ses efforts, son corps n'est pas retrouvé. 7 ans après l'incident en 1981, Farr effectue une autre plongée dans le siphon numéro 4 d'Agen Alved. Il a trouvé l'expérience traumatisante. Il avance de 215 mètres dans la grotte sans trouver de poche d'air avant de faire demi-tour. Il ne trouve pas le corps de Solari. 5 ans plus tard, en 1986, 2 plongeurs, Ian Roland et Julian Walker, réalisent une avancée significative dans le siphon 4. Ils trouvent le corps de Roger Solari à 220 mètres dans le siphon, juste après les limites précédentes de Farr. Mais il est trop dangereux de récupérer le corps, alors qu'il manque déjà d'air dans un endroit aussi extrême et isolé. Il laisse le corps de Solari, qui reste à l'intérieur du siphon numéro 4 jusqu'à aujourd'hui. Martin Farr est ensuite devenu un plongeur spéléologue mondialement reconnu, battant des records et réalisant des plongées majeures. Aujourd'hui, il enseigne la plongée souterraine et a écrit plusieurs livres sur son expérience. Je laisserai un lien vers son livre sur cette plongée ci-dessous.